Le gars dont on va parler aujourd'hui tient une place toute particulière dans mon petit panthéon personnel. Parce que le gars dont on va parler aujourd'hui, sur le papier, eh ben, il n'a pas fait grand-chose en vrai. On ne peut pas vraiment comparer l'étendue de ses travaux avec ceux d'un Einstein ou d'un Maxwell ou d'un Newton, quoi. Je veux dire, le mec n'a pas tout changé. Mais il est indéniable que concernant ce gars, il y a un avant et un après. Ou pour reprendre cette formule nulle de n'importe quel office du tourisme, ce gars est au carrefour entre tradition et modernité. Le gars n'a pas créé la science moderne, mais d'une certaine manière, il a fait entrer le monde dans la modernité. Et il l'a fait avec humilité et en s'appuyant sur les recherches des gens qui l'ont précédé. Aujourd'hui, les gens, on parle d'un gars torturé pour qui tout allait bien le matin et plus rien le soir. Un gars qui plaisantait sur le fait qu'être né dans la nuit entre mardi gras et mercredi décembre était la raison de sa bipolarité. Un gars qui a fait entrer les statistiques dans le monde de la physique par la grande porte. Aujourd'hui, les gens, on parle de Boltzmann. Alors, je ne vais pas partir dans sa biographie, parce qu'on s'en fout un peu. Je vais simplement dire qu'il est né en 1844 à Vienne en Autriche, simplement pour que vous ayez une idée de la temporalité, que vous puissiez le placer sur une frise chronologique. Par exemple, quand Maxwell unifie l'électricité et le magnétisme, il a 20 ans. Son père meurt quand il a 15 ans, et son petit frère quand il en a 19. C'est le 19e siècle, bonjour. Alors évidemment, il a fait des belles études, il est bon en maths, tout ça, évidemment. Et en même temps, c'est assez rare qu'une personne apporte tout un tas de nouveaux outils mathématiques au monde des sciences en ayant été une brêle à l'école. Il faut vraiment se sortir ce cliché hollywoodien de la tête, du génie qui en fait était mauvais à l'école parce qu'il s'ennuyait. Non, ouais, non, ça n'existe pas ça en vrai, hein. Mes excuses à toutes les mamans qui croient que leurs enfants sont mauvais parce qu'ils s'ennuient en classe, hein, mais désolé, mais non. De 1863 à 1869, il étudie à l'université de Vienne, où il a un prof de maths qui s'appelle Joseph Petzval. Alors on s'en fout un peu de Petzval, on va juste noter que c'est un type qui a énormément amélioré les objectifs d'appareil photo, en permettant d'avoir une ouverture à 3,7 et en limitant ainsi énormément le flou de mouvement. Voilà. En physique, il a deux profs. Il y en a un qui s'appelle Joseph Stefan. À l'époque, ils s'appelaient tous Joseph. Et lui, pour le coup, on va en parler 2 secondes parce qu'il existe une loi de Stefan qui en réalité s'appelle la loi de Stefan-Boltzmann. Parenthèse. Joseph Stefan est le président de la Conférence internationale du son en 1885 et c'est notamment à lui qu'on doit le fait qu'à l'époque, le La officiel, c'est 435 Hz. Ça a bougé depuis maintenant. On oscille souvent entre 440 Hz et 432 Hz, mais à l'époque, c'était 435 Hz et c'était à lui qu'on le devait. Mais si j'en parle, c'est surtout parce qu'en 1879, sur le rayonnement des corps noirs, on en a parlé des corps noirs dans la vidéo sur la catastrophe ultraviolette, le lien est dans la description, il énonce la loi suivante, M égale à sigma fois T puissance 4, où M est l'exitance d'un corps noir, sigma c'est une constante, et T, c'est la température du corps noir. Et alors, l'exitance, qu'est-ce que quoi donc Ornicard? L'exitance, c'est la puissance de rayonnement émise par unité de surface, typiquement par mètre carré, dans le demi-espace libre. Et alors, le demi-espace libre, vous allez voir, c'est tout con, en fait. Quand un corps noir émet un rayonnement depuis sa surface, on ne s'intéresse pas au rayonnement qui va vers l'intérieur, que vers l'extérieur. C'est le demi-espace libre. Je vous avais dit que c'était tout con. Lorsque l'eau des océans s'évapore, elle ne s'évapore pas vers le bas, elle s'évapore dans un demi-espace. Bah là, c'est pareil. Et donc, ce que dit cette loi, c'est que la puissance de rayonnement par mètre carré est proportionnelle à la puissance 4e de la température du corps noir qui émet ce rayonnement. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Stéphane, quand il énonce cette loi, lui, il l'a juste validée expérimentalement. C'est-à-dire qu'il a pris des mesures, et il a vu que sa formule fonctionne. Mais 5 ans plus tard, Boltzmann en fera la démonstration mathématique. Voilà. Merci. Salut. D'où le nom de loi de Stefan Boltzmann. Mais bon, ça c'est en 1884, on est allé trop vite, on n'y est pas encore. Et juste pour la petite histoire, donc à l'époque, Stéphane, il va partir de sa formule pour
estimer la température de la surface du Soleil, il trouve 5430 degrés Celsius. Aujourd'hui, on sait que c'est plutôt 5499 degrés Celsius. Donc c'était pas mal quand même, hein. Donc voilà, Boltzmann, il a des bons profs avec lesquels il va pouvoir avancer sur un paquet de sujets. Alors il y a deux choses à savoir à propos de Boltzmann. La première, elle est anecdotique, mais moi elle me fait plaisir. Voilà, c'est que Boltzmann était un excellent pianiste. Ça fait zizir. Et alors, je ne crois pas que la chose ait été officiellement diagnostiquée. Et moi, cliniquement, j'y connais rien. Donc, à prendre avec des pincettes, mais a priori, Boltzmann était quand même très l'image de ce qu'on appelle quelqu'un de bipolaire. C'est-à-dire qu'il alternait entre des périodes extrêmement positives, voire complètement euphoriques, et des phases de dépression, mais d'un niveau tel qu'il a quand même fait plusieurs tentatives de suicide. De suicide. De suicide. Hein? Non, alors, non, stop. Là, je suis désolé, mais j'en ai ras le cul. Une bonne fois pour toutes, d'accord? Vous, alors là, je m'adresse à vous qui créez du contenu sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et qui passez votre temps à écrire viol avec un 0 à la place du O, ou meurtre avec une astérisque à la place du U, etc. Donc, qu'on soit clair, ces mots-là ne sont pas des gros mots, ils ne sont pas interdits, bordel à queue de putain de merde. Si vous voulez parler de suicide, parlez de suicide. Boltzmann a fait plusieurs tentatives de suicide. C'est pas un gros mot, c'est un fait et c'est un sujet sérieux. Donc si vous voulez en parler, parlez-en. Arrêtez de vous censurer vous-même. Je vous assure que les annonceurs s'en battent les couilles. Putain, j'en étais où maintenant? En 1865, donc Boltzmann est âgé de 21 ans. Il publie son premier article sur les mouvements de l'électricité sur des surfaces courbes. Je rappelle à ce stade que Maxwell, ça fait 1 an qu'il a unifié électricité et magnétisme. Donc oui, l'électricité, c'était un sujet à la mode. En 1866, soit 1 an plus tard, lorsqu'il est âgé de 22 ans, Boltzmann écrit son deuxième article, dont le sujet est « Importance mécanique du second principe de thermodynamique ». Et là, normalement, il y en a parmi vous qui, en entendant ce titre, ont dû tiquer un peu. Comment? Boltzmann a écrit un article sur le second principe de la thermodynamique, celui qui concerne l'entropie? Mais c'est pas Boltzmann qui est à l'origine même de ce concept d'entropie? C'est marrant, hein, l'histoire. Le nom du gars est éternellement associé à ce concept d'entropie. À tel point même que la formule de l'entropie, elle est marquée sur sa pierre tombale. Mais non, c'est pas lui. Le concept de l'entropie, c'est pas lui. On va y venir. Bon, l'entropie. Là, il va falloir qu'on entre dans le vif du sujet. On ne va pas pouvoir se contenter d'une explication très approximative parce que ce n'est pas le sujet. Parce que, justement, c'est le sujet. Mais pour ça, il va falloir qu'on parle d'un gars dont vraisemblablement vous n'avez jamais entendu parler de vos vies. Rudolf Clausius. Voilà le nom du gars qui a inventé le concept d'entropie. Rudolf Clausius. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez le nom de ce gars-là. Rudolf Julius Emanuel Clausius est un physicien prussien né à Köslin, dans l'actuelle Pologne, en 1822, soit 22 ans avant la naissance de Boltzmann. Il étudie les maths et la physique à Berlin, avec notamment parmi ses professeurs un certain Henri Gustav Magnus, celui de l'effet Magnus, lien dans la description, Johann Gustav Peter Lejeune Dirichlet, et je balance son nom uniquement pour que ceux qui ont fait des maths dans leur vie aient un spasme en entendant Dirichlet. Bref, Clausius étudie les maths et la physique et devient professeur de maths et de physique au lycée de Friedrichswerder à Berlin. Au hasard de ses recherches, il tombe sur un ouvrage qui s'intitule « Réflexion sur la puissance motrice du feu », qui est le seul ouvrage à avoir été écrit par Sadi Carnot en 1824. Clausius comprend immédiatement l'importance de ce bouquin et en parle à tous les scientifiques autour de lui. En 1850, il complète l'énoncé du second principe de la thermodynamique. Et quoi? Comment ça, il complète? Mais c'est pas lui qui est à l'origine du second principe de la thermodynamique? Bah apparemment pas. Non, en effet, parce que le premier énoncé du second principe de thermodynamique a été écrit par un ingénieur français issu de Polytechnique, Nicolas Léonard, qui est plus connu sous le nom de Sadi Carnot. C'était dans son livre de 1824.
C'est pour ça. Et voilà ce que dit Sadi Carnot. Et vous allez voir que non seulement rien n'émerge du néant, mais que les scientifiques bâtissent sur les travaux des gens qui les précèdent. Carnot énonce la formulation suivante. Hop, 2 secondes là. Un petit peu de mise en contexte, s'il te plaît. Fort bien. Carnot s'intéresse à la chaleur. Alors à son époque, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la chaleur, sauf que lui ne s'intéresse pas à la nature de la chaleur ou à la façon dont la chaleur se transmet. Ouais, ça c'est plutôt le genre de sujet qui intéresse un certain Joseph Fourier. Et boum, respasme pour les matheux là. Et oui, parce que Fourier, celui des séries de Fourier, en réalité c'est un des piliers de la thermodynamique, notamment avec sa théorie analytique de la chaleur. Mais bon. Carnot s'intéresse donc à la chaleur, mais pas comme j'ai dit qu'il ne s'intéressait pas. Du coup, précisément, il s'intéresse à quoi concernant la chaleur? Ce qui intéresse Carnot, c'est la façon dont la chaleur génère des grands mouvements sur Terre, des courants océaniques, du vent, etc. Il pense notamment que l'effet mécanique de la chaleur dans le monde est bien plus efficace, en termes de rendement, que les plus efficaces des machines à vapeur. Bref, lui, ce qui l'intéresse, c'est la dynamique de la chaleur. La dynamique de la chaleur. Vous l'avez? Vous l'avez pas encore. Vous l'avez pas encore, je sais. Dynamique de la chaleur. La thermodynamique. Wow. Carnot, dans son bouquin, et même au début de son bouquin, si on veut être précis, il intuitionne la chose suivante. Lorsqu'il existe une différence de chaleur, il y a du potentiel pour une force motrice, du potentiel pour mettre quelque chose en mouvement. Il va en déduire la chose suivante, et là je cite, « Il est impossible de produire de la puissance motrice à moins qu'on ne dispose à la fois d'un corps froid et d'un corps chaud. » Et bien cette phrase, en quelque sorte, c'est l'énoncé incomplet du second principe de thermodynamique. Et donc Clausius, lui en 1850, il va compléter cet énoncé. Il est impossible d'effectuer une transformation dont le seul résultat est de transférer la chaleur d'un corps plus froid à un corps plus chaud sans la contribution du travail extérieur. Autrement dit, si vous voulez refroidir un corps froid en réchauffant un corps chaud, il est nécessaire que quelque chose vienne de l'extérieur. Tout seul, ça ne pourra jamais arriver. Est-ce que vous le sentez là, qu'on commence à orienter certains types de transformations? Eh bien, c'est pas du tout un hasard si on a tendance à lier la notion d'entropie avec la notion de flèche du temps. Parce que tout comme le temps, l'entropie semble n'avancer que dans un sens. Toute petite parenthèse sur un troisième énoncé, mais je vous jure, c'est rapide. Lord Kelvin, dont on a déjà parlé, puis Max Planck, dont on a également déjà parlé, les liens sont dans la description. Ils ont abouti à cet énoncé. Il est impossible de réaliser une machine thermique décrivant un cycle qui transformerait une certaine quantité de chaleur en la même quantité de travail. Voilà, dit autrement, une machine qui a un rendement de 100%, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc la prochaine fois que vous voudrez parler de mouvement perpétuel, d'énergie libre, tout ça c'est de la merde. Si vous pensez être plus malin que Lord Kelvin et Max Planck sur les sujets de l'énergie et du rendement d'un moteur, et prenez une tisane quoi. Moi j'avais rien qui venait là. C'est le problème de l'impro, hein, c'est que c'est pas écrit donc ça vient sur le coup et puis là, prenez une tisane. Peut-être une camomille, ça aurait été plus drôle. Prenez une camomille. Non mais les gars, vous êtes gentils, mais il n'y a aucune raison de rester sur des boissons. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Quelle boisson aurait été marrante? Prenez un schnapps. C'est rigolo, schnapps. Oui, mais c'est le mot schnapps qui est rigolo. Je veux dire, ça ne change rien au concept. Les gars, tout ceci est une impro beaucoup trop longue. Du coup, je ne sais plus de quoi on parlait. Ah, si. Vous qui matez des vidéos d'énergie libre, de mouvement perpétuel et tout ça, mais yuck! Prenez un picon-bière. Donc, Clausius complète l'énoncé du second principe de thermodynamique en 1850 et il va mettre au point un machin des années plus tard, en 1865. Clausius s'intéresse de près à la relation qui existe entre la chaleur Q qu'on apporte à un système et T, sa température thermodynamique. Et alors, pour ce qui nous intéresse, on va dire que la température thermodynamique, c'est juste la température en fait. Et en étudiant ce rapport, il va tomber sur tellement de choses qu'il considère essentielles qu'il va se sentir obligé de lui donner un petit nom à ce rapport. Je veux dire, ce machin, c'est une fonction d'état.
qui apporte littéralement des informations sur l'état du système. Et il décide de l'appeler entropie. Ce qui en grec signifie retournement ou transformation. Ça veut aussi dire honte en grec. Voilà, s'il y en a qui ont envie de penser le second principe de thermodynamique sous cet angle-là, bah moi ça me va. Mais surtout, comme le dira Clausius en 1865 dans sa publication sur diverses formes des équations fondamentales de la théorie mécanique de la chaleur, c'est à dessein que j'ai formé ce mot entropie de manière qu'il se rapproche autant que possible du mot énergie. Car ces deux quantités ont une telle analogie dans leur signification physique qu'une analogie de dénomination m'a paru utile. Pour Clausius, l'entropie est une notion à rapprocher de la notion d'énergie. Et donc l'entropie, qu'est-ce que c'est? Du moins à ce stade de l'histoire, avant Boltzmann. C'est quoi l'entropie? Ce que dit Clausius, c'est que la variation de chaleur reçue par un système par rapport à sa température est inférieure à la variation de ce qu'il appelle l'entropie. Je sais que c'est pas plus clair. Ce que ça dit, et en fait c'est l'énoncé de tout à l'heure, et je suis désolé, mais il n'y a pas de façon plus simple de le dire, un système ne peut pas spontanément chauffer sans apport extérieur. Voilà, et on ne va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, parce qu'on va avoir une définition bien plus claire et bien plus intuitive par la suite, ce qui va nous permettre de revenir à Boltzmann, dont je vous rappelle que c'est quand même le sujet de l'épisode. Voilà, il ne faudrait pas l'oublier, ça. Et alors, Boltzmann, lui, il fait partie de cette clique de scientifiques qu'on appelle les atomistes. C'est-à-dire qu'il est convaincu que la matière est faite de tout petits machins qu'on appelle les atomes. Ou plus précisément, que la matière est constituée de tout petits machins qu'on appelle des molécules et que ces molécules elles-mêmes sont constituées de petits machins qu'on appelle des atomes. Voilà, vous l'aviez. Notons qu'à cette époque, personne n'imagine qu'il existe un truc plus petit que l'atome, d'où son nom de atome. Voilà. Et surtout à l'époque, il n'existe aucune mise en évidence de l'existence de ces atomes. Donc il existe aussi un paquet de scientifiques qui sont non atomistes. Je rappelle vite fait qu'il y a un paquet d'années, j'ai fait 2 vidéos sur l'atome et l'histoire de sa découverte. Le lien est dans la description. Boltzmann donc considère qu'un gaz, un gaz c'est constitué de plein, mais alors plein, de petits machins qu'on appelle des molécules. Et que, conséquemment, la bonne façon de traiter le comportement d'un gaz, c'est avec les mathématiques statistiques. Et l'idée importante, c'est la suivante. Si vous avez, par exemple, à gauche, un volume de gaz chaud et à droite, un volume de gaz froid, la séparation nette qui existe entre ces deux volumes de gaz permet ce que Carnot appelait une puissance motrice, ce que les scientifiques plus modernes appellent un travail, c'est-à-dire l'énergie produite par un mouvement, en gros. Et Boltzmann considère bien évidemment que si vous mélangez le gaz chaud et le gaz froid, c'est-à-dire que si vous mélangez les molécules du gaz chaud avec les molécules du gaz froid, cette puissance motrice, ce travail, seront moins importants, moins efficaces. Je veux dire, c'est assez naturel. On le voit bien, ça, que si vous avez un gaz chaud et un gaz froid qui sont bien séparés, il y a un mouvement de transfert de chaleur qui est assez naturel du chaud vers le froid, de gauche à droite. Mais si vous mélangez tout, c'est tiède partout. Et il ne se passe pas grand-chose. Et alors, j'espère que vous comprenez bien que là, je simplifie à mort, ok ? Derrière ce que je suis en train de raconter, il y a des maths très énervées, très précises. Mais elles ne sont pas le sujet de cette vidéo. Et il se trouve que l'entropie est une mesure correcte de ce niveau de mélange. Plus c'est mélangé, plus l'entropie est grande. Et inversement. Raison pour laquelle il existe 2 façons d'envisager l'entropie. 2 façons qui, sur le papier, on a l'impression qu'elles sont contraires l'une à l'autre, alors que pas du tout. L'entropie est une mesure du degré de désordre d'un système, ou l'entropie est une mesure du degré d'homogénéité d'un système. Ça peut avoir l'air contradictoire comme ça ne l'est pas. Parce que ça dépend avant tout de ce qu'on entend par ordre et désordre. Et là, il y a plusieurs analogies possibles, et comme je ne sais pas laquelle va être la plus claire pour vous, je vais vous en présenter plusieurs. Si vous rangez des billes de couleurs différentes dans des compartiments différents, mettez les billes blanches dans un compartiment, les vertes dans un autre compartiment, les bleues, etc. Voilà, une couleur par compartiment. Et bien là, vous avez un système qui est
parfaitement ordonné. Voilà. Si vous piochez dans le compartiment des billes bleues, vous savez que vous allez sortir une bille bleue. Le système est parfaitement ordonné. Et dans ce cas, l'entropie est nulle. Pour autant, le système n'est pas homogène. Le contenu de chaque compartiment, oui, est homogène, mais le système en lui-même, il n'est pas homogène, puisque dans chaque compartiment, vous avez un truc différent. Je rappelle, c'est ça le principe d'homogénéité, c'est-à-dire que partout où vous regardez, vous voyez la même chose. A l'inverse, si vous mélangez parfaitement les billes dans chaque compartiment, c'est-à-dire que dans chaque compartiment, il y a exactement le même nombre de billes blanches, jaunes, rouges, vertes, bleues, etc. Alors, lorsque vous allez piocher une bille dans un compartiment, il va être très difficile de prédire la couleur de la bille. Et ce sera totalement indifféremment du compartiment, puisqu'ils ont tous le même mélange. D'où l'intérêt des maths statistiques, vous comprenez? L'entropie sera alors à son maximum parce que le système est dans son désordre maximum. Mais pour autant, quel que soit le compartiment dans lequel vous allez regarder, vous verrez la même chose. Le système est homogène. Voilà pour la notion d'ordre ou de désordre concernant l'entropie. Autre exemple, si dans votre chambre, vous avez vos slibards rangés dans le tiroir à slibards, les chaussettes dans le tiroir à chaussettes, les livres sur les étagères, etc., le lit qui est au carré, etc., voilà, votre chambre est bien ordonnée. Si maintenant vous videz l'intégralité de tous vos meubles et que vous bazardez tout ça en l'air et que tout tombe absolument n'importe où, votre chambre est en désordre. Ça va, c'est assez facile comme exemple. Une autre analogie qui est peut-être un poil plus difficile, juste un poil, mais qui est meilleure parce qu'elle fait intervenir la notion de statistique, c'est la suivante. Mettons qu'on soit capable, à un instant donné, de prendre en photographie tous les constituants d'un système. Vous avez votre gaz chaud, votre gaz froid, et voilà, et vous pouvez prendre une photo et identifier chaque molécule du gaz chaud et chaque molécule du gaz froid. La photo que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle un état du système, une configuration du système. Prenons un exemple très simple dans lequel vous avez à gauche une molécule de dioxygène et à droite 3 molécules de diazote. Si vous savez que l'oxygène est à gauche, il n'existe qu'une seule configuration possible. L'oxygène à gauche et les diazotes à droite, sachant que vous ne distinguez pas les diazotes entre eux. Mais si maintenant vous autorisez ces 4 molécules à se mélanger, là vous avez 4 configurations possibles. Parce que le dioxygène, il peut être en position 1, 2, 3 ou 4. Si maintenant vous n'avez pas 4 molécules, mais des moles de molécules, c'est-à-dire que vous avez littéralement des milliers de milliards de milliards de milliards de molécules, est-ce que vous sentez que le nombre de configurations possibles va un peu s'élever si vous mélangez tout? En tout cas, suffisamment pour être absolument incapable de le calculer sans l'aide des mathématiques statistiques. Eh bien, d'un point de vue statistique, plus vous avez de configurations possibles, plus l'entropie est grande. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est juste une autre façon de le dire. Et ce que va montrer Boltzmann en 1872, c'est que la valeur de l'entropie est proportionnelle au logarithme du nombre de configurations. Et cette entropie-là est la même que celle proposée par Clausius, à une constante près. Et donc Boltzmann va pouvoir écrire cette formule qu'on retrouve sur sa pierre tombale, S égale K log W. Où K a une valeur précise, c'est la constante de Boltzmann. Et cette formule permet de faire le lien entre l'entropie au niveau macroscopique de Clausius et celle au niveau microscopique de Boltzmann. J'ajoute, parce que c'est tout de même un petit peu important et qu'on n'en a pas encore parlé dans cet épisode, mais vous allez voir, c'est broutille, un petit peu important quand même, un petit peu. L'entropie a une conséquence cruciale sur tous les phénomènes physiques et sur toutes les lois de la physique. Aucune transformation, je répète, aucune transformation n'est réversible. Tous les phénomènes physiques sont irréversibles. Là, je sais, vous allez me dire, attends Bruce, tu nous prends pour des cons ou quoi? Si j'ai un objet, que je le bouge de 10 cm à gauche et qu'ensuite je le bouge de 10 cm à droite, ben voilà, réversibilité du mouvement, qu'est-ce qu'il y a? Ta gueule? Alors déjà, toi, ta gueule! Parce que figurez-vous que la réversibilité de certains phénomènes physiques n'est au mieux qu'une approximation. Si on reprend cet exemple de l'objet qu'on a bougé de 10 cm à gauche puis à droite, ben je vous dirais que il n'a pas été remis exactement à l'échelle de l'atome, exactement à sa place.
que des atomes ont bougé, qu'il y a eu des échanges. L'objet, quand vous l'avez bougé, vous l'avez peut-être frotté, ou alors même quand vous l'avez posé, il y a eu des échanges d'électrons. Enfin, il y a des choses qui se sont produites, qui font que le mouvement complet est irréversible. Point, c'est comme ça. Les phénomènes physiques dans le monde réel de la réalité véritable sont irréversibles. La réversibilité des phénomènes physiques, elle n'existe que en théorie. Dans un monde parfait, pour des transformations extrêmement subtiles et instantanées. Oui, parce que pour qu'une transformation soit réversible, déjà, il faut s'assurer qu'il n'y ait absolument aucune dissipation par chaleur. Donc si vous avez le moindre frottement, le moindre déplacement dans l'air, c'est fini, c'est plus réversible. Ah, c'est mort. Ensuite, il faut que chaque étape de votre transformation soit un équilibre, puisque vous prétendez pouvoir passer indifféremment de l'un à l'autre. Donc, une transformation réversible, c'est un truc théorique, mathématique, duquel on peut se rapprocher à condition que la transformation soit très lente et sans frottement. Et là, vous allez me dire, au lieu de gueuler et de dire aux gens de fermer leur gueule, c'est quoi le rapport avec l'entropie? L'irréversibilité d'une transformation est due à la dissipation en chaleur par frottement, etc. Bref, elle est due à l'augmentation du nombre de configurations possibles du système, augmentation qui rend impossible un retour en arrière à l'identique. L'irréversibilité d'une transformation est totalement corrélée à l'augmentation de l'entropie. Or, ce que dit le second principe de thermodynamique, c'est que dans un système isolé, un système à qui on fout la paix, dans un monde parfait et idéal, oui, l'entropie peut rester à la même valeur, rester constante. Mais dans le monde réel de la réalité véritable, l'entropie ne peut qu'augmenter. Le second principe de la thermodynamique dit qu'une transformation ne peut s'opérer que dans un sens, du passé vers le futur. Vous savez, on parle souvent du continuum espace-temps, du fait qu'on vit dans un univers à 4 dimensions, 3 dimensions spatiales, gauche, droite, avant, arrière, haut, bas, et une dimension temporelle. Mais pourquoi est-ce qu'on distingue à ce point la dimension temporelle? Pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas dans un univers à 4 dimensions, haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, passé, futur? J'imagine qu'un paquet d'équations mathématiques serait plus simple si on ne distinguait pas à chaque fois la dimension temps. Sauf que la dimension temps est par nature distincte. Parce que moi, je peux aller d'avant en arrière, de gauche à droite ou de haut en bas, mais dans le temps, je ne peux aller que du passé vers le futur. Ce qu'on sait depuis Einstein, c'est que je peux éventuellement, par rapport à quelqu'un d'autre, aller plus vite ou plus lentement du passé vers le futur, mais je suis contraint à aller du passé vers le futur. C'est ça qu'on appelle la flèche du temps. Et alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis absolument pas que la flèche du temps existe à cause du second principe de thermodynamique, tout comme je ne dis absolument pas que le second principe de thermodynamique existe à cause de la flèche du temps. Ce que je dis, ce que je me contente de dire, c'est que l'existence des deux est nécessairement simultanée. En quelque sorte, l'entropie est une manifestation mesurable, quantifiable de la flèche du temps. Bon, revenons un peu à Boltzmann. Lorsqu'en 1864, Maxwell publie son pavé sur l'électromagnétisme, lien dans la description, Boltzmann va participer à sa reconnaissance dans le monde germanophone et va même traduire son essai sur les lignes de Faraday. Et Boltzmann va également déterminer expérimentalement la constante diélectrique de certains matériaux. Oui, parce que ça c'est un truc qu'il faut savoir sur Boltzmann, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Le gars a beau être une taupe, c'est-à-dire qu'il voit que dalle, eh bien, figurez-vous qu'en plus d'être un excellent mathématicien, c'était un expérimentateur très qualifié. Et cette histoire de constante diélectrique, c'est un peu marrant d'en parler parce que vous vous rappelez quand on parlait des équations de Maxwell dans l'épisode sur Maxwell et les équations de Maxwell? Il y avait deux constantes à la con, y0 et mu0, qu'on appelait respectivement permittivité diélectrique du vide et perméabilité magnétique du vide. Eh bien, il existe une permittivité diélectrique et une perméabilité magnétique des matériaux. Et ce que va montrer Boltzmann, c'est qu'on peut calculer l'indice de réfraction d'un matériau à partir de ses valeurs, en utilisant les équations de Maxwell. Sinon, bon, là on est en 1884, donc le truc que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va apporter un fondement mathématique à la loi de Stéphane, qui devient du coup la loi de
Stefan Boltzmann, toujours grâce à Maxwell d'ailleurs. Et là, ça va être le moment pour moi de faire un petit mea culpa. Un petit mea culpa. Parce que les rares fois où j'avais parlé de Boltzmann sur la chaîne, j'avais dit, parce que c'était la notion que j'en avais à ce moment-là, que les non-atomistes ont tellement tanné Boltzmann qu'il a fini par se suicider à cause de ce qu'il lui mettait dans la gueule. Et il s'avère que la réalité est un petit peu plus complexe. Comment le dire gentiment? Boltzmann est une putain de drama queen. Et là, attention, ça n'enlève strictement rien aux qualités de ces travaux dont j'ai parlé avant. Je veux juste corriger un truc parce que j'étais arrivé vénère en disant « Ouais, les non-atomistes, quand je parlerai de Boltzmann, ils en prendront plein la gueule et tout. » Je veux juste corriger ce truc-là. Parce que j'ai découvert en préparant cet épisode que la réalité était un peu plus nuancée que ça. Et je vais m'appuyer pour vous raconter ce que je vais raconter sur un article de 2004 qui a été révisé en 2014 et que vous trouverez dans la description. Vous le savez, j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle il n'est pas nécessaire de mettre ses sources dans la description de la vidéo. Parce que voilà quoi. Sauf que j'ai toujours de la même manière été clair sur le fait que c'était important de mettre ses sources dans la description quand celles-ci ne sont pas faciles à trouver ou quand elles s'opposent, on va dire, à un truc qui est beaucoup plus facilement trouvable mais qui s'avère être faux. Donc, comment est-ce que les travaux de Boltzmann ont été perçus, notamment par les non-atomistes? Est-ce que ceux-ci lui sont réellement tombés dessus au point qu'ils sombrent dans une dépression et finissent par se suicider? La réponse est non. Boltzmann était invité absolument partout à parler de ses travaux devant tous les publics scientifiques. Il n'était ni méconnu, ni méprisé par ses collègues. Ça, c'est un mythe qu'il a entretenu lui-même. Et qu'il a entretenu non pas par malice ou par malveillance, quand je dis que c'était une putain de drama queen, je ne suis pas en train de dire que c'est sa faute. Je veux dire, il se sentait certainement sincèrement persécuté, ça on ne sait pas. Et encore une fois, je suis désolé parce que je suis sur le point d'employer un terme clinique, technique précis, mais c'est comme ça qu'on le décrit. C'est sans doute lié au fait que le gars était bipolaire. Et qu'il avait peut-être une tendance à donner énormément d'importance, bien plus d'importance que ça en avait, à certains propos de ses détracteurs. Sans doute. Il y a notamment dans l'article dont je parle là, un truc que je vous invite à lire au sujet d'une conférence, d'un débat entre Boltzmann et Oswald, où là c'est assez net que Boltzmann, il cherchait le drama, il cherchait le clash. Toujours est-il que Boltzmann sombre dans une grave dépression et met fin à ses jours en 1906, sans doute sans réaliser qu'à peine quelques mois plus tôt, un jeune ingénieur de l'Office des brevets de Berne, qui s'appelle Albert Einstein, a pondu un papier sur le mouvement brownien. Papier au sujet duquel Jean Perrin, je sais que je vous ai promis à la preuve par vieux sur Perrin, ça vient, c'est bon. Papier au sujet duquel Jean Perrin dira en 1909 « La théorie moléculaire du mouvement brownien peut être regardée comme expérimentalement établie et, du même coup, il devient assez difficile de nier la réalité objective des molécules. » Voilà. Que dire sinon? Ah si, il existe un ouvrage, puisque Boltzmann écrivait beaucoup. Il a écrit des manuels, il a écrit 133 articles, le mec écrivait beaucoup. Et notamment, il existe un recueil de vulgarisation, un recueil d'articles de vulgarisation écrits par Boltzmann qui s'appelle « Écrits populaires ». Et ça, c'est cool parce que c'était tout de même assez rare pour un non-anglophone de faire de la publication pour le grand public. Le bouquin est d'ailleurs disponible en ligne. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai mis le lien dans la description. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est en allemand. Voilà, c'est tout pour cet épisode à un détail près. Je viens de réaliser un truc. Ludwig Eduard. J'avais pas dit son prénom. Le gars s'appelait Ludwig Eduard Boltzmann. Il n'y a pas de vanne, j'avais juste pas dit son prénom en fait. Et donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, mettez-lui un pouce comme ça. Et bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche, mettez des commentaires, le partage, tout ça. Et bien sûr, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. Je le dis à chaque fois, mais je suis désolé, c'est important parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui constatent qu'ils ont été désabonnés. Voilà, et pareil, si vous activez la cloche, allez bien dans vos paramètres YouTube, dans le paramètre des notifications et activez abonnement. Sinon, vous serez notifié pour tout un tas de merde, mais pas pour les abonnements. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gens, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'hiberner.